Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, du village de la préfecture de Samango et de la sous-préfecture de la région d'Odiné, de la sous-préfecture de Samango. Je m'excuse, je suis embrouillé parce que j'en ai trop sur le cœur aujourd'hui. Je suis Gbagboïs, comme je vous l'ai toujours dit. Et après avoir été Gbagboïs, parce que c'est lui qui m'a montré le chemin de la lutte, ma génération, c'est Gbagbo qui nous a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, l'AES nous a ouvert grandement encore les yeux. Donc je suis panafricaniste, convaincu, et pur et dur. Ceci étant, les événements qui se passent aujourd'hui au Bénin ne laissent aucun Africain sensible hors de... indifférent. Cela ne laisse aucun Africain indifférent. Aucun. Qu'on soit africain du Sud, de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, cela ne laisse personne indifférent. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et ce qui arrive au Bénin aujourd'hui, voyez-vous, il faut qu'on comprenne maintenant, l'histoire est là et nous devons nous dire la vérité. Grandement, on doit se dire la vérité et parler aux jeunes générations qui n'ont pas connu le temps que nous avons connu. Et aujourd'hui, c'est très bien ce qui s'est passé au Bénin. Pour qu'ils voient nos désarrois, pour qu'ils voient la peur qui nous habite à tout moment. Nous, on est peureux. On est très peureux, je ne vais pas vous dire le contraire. Si nous n'étions pas peureux, le pouvoir de Alassane serait déjà fini. Il est fini, mais il serait disparu. Il est fini, mais il n'a pas disparu. Pourquoi? C'est notre peur. Parce que la France vient de montrer à visage découvert aux jeunes générations, à nos enfants, nos petits-enfants, ce qu'elle est réellement pour l'Afrique, pour nous Africains. La France ne nous a jamais octroyé l'indépendance. Nous n'avons jamais été indépendants vis-à-vis de la France. C'est une vue de l'esprit, c'est faux. Aucun pays francophone ancienne colonie de la France, n'a eu l'indépendance. Quels sont ceux qui ont eu l'indépendance en Afrique? Parce que c'est de là aussi qu'il s'agit. L'indépendance a été octroyée à quelques dirigeants avec leur clan. Eux, ils ont eu l'indépendance. Ils ont eu quelle indépendance aussi? L'indépendance financière. Pas l'indépendance réelle. Le pays n'a jamais été indépendant. Mais à quelques-uns, on a accordé l'indépendance financière matérielle. Et on leur a permis maintenant de mater tous ceux qui voulaient l'éveil des consciences en Afrique. Voilà en fait ce qui a été donné à Houphouët comme mission, à tous ces chefs d'État dans la sous-région, les Yadima et autres, et ils ont bien fait leur travail. Quand quelqu'un s'élève, on le mate. Houphouët a été ingénieux. Il a été très ingénieux dans la pratique.
Les autres ont été des brutaux. La brutalité a été partout. C'est ainsi que, au Tchad, Tombalbaye est parti d'une manière catastrophique. Un coup d'État sanglant. Au Niger, de même. Un coup d'État sanglant où le chef d'État a perdu sa femme. Au Mali, avec les Moussa Traoré, c'était le même coup d'État de la France. Au Gabon, tous ceux qui se sont essayés, la France les a matés d'une manière effroyable pour que personne d'autre n'ait envie de refaire. Et c'est ce qui vient de se passer au Bénin. Mais Bénin, ce n'est pas encore fini, je peux vous le garantir. Patrice Talon ne pourra plus gouverner le Bénin tranquillement. C'est impossible. Totalement impossible. De même, Allah, de même la Côte d'Ivoire n'est plus gouvernée dans la quiétude par le clan Alassane. Ils n'ont pas de quiétude aujourd'hui. Ils vivent dans la hantise. Ils vivent dans une psychose. Alassane et son clan vivent aujourd'hui dans la hantise, dans la psychose du coup d'État. Ils ont raison. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas leur propriété encore. Les Ivoiriens, l'écrasante majorité des Ivoiriens disent qu'ils ne veulent plus d'Alassane, ils ne veulent plus de la France. Parce qu'en disant qu'ils ne veulent plus d'Alassane, c'est de la France qu'ils ne veulent pas. C'est de la France que nous ne voulons pas. Sinon, Alassane, en tant que lui-même, non, nous n'avons rien contre Alassane. Mais aujourd'hui, Alassane ne sert que les intérêts vitaux de la France. Alassane n'est pas pour les Ivoiriens. Alassane est pour les Occidentaux. Et d'abord pour la France. Et ensuite, pour les Européens. Et les Occidentaux américains groupés avec l'Europe. C'est ça aujourd'hui. Alassane n'est que le vassé. Le valet du moins. Alassane n'est que le serviteur. Alassane n'est que le petit nègre des salons. Alassane n'est que le nègre aujourd'hui du service du médiocre, du minable Macron. Cela fait mal. Et Allah, l'homme qui a l'âge de ton petit-fils, c'est lui aujourd'hui qui te dit ce qu'il faut faire. C'est à lui que tu vas demander la permission d'avoir un 4e mandat. C'est à lui que tu fais allégeance. Et c'est lui qui t'appelle d'aller bombarder un pays africain où les patriotes se sont levés. Alassane, c'est ça aujourd'hui Alassane de Côte d'Ivoire. C'est minable Macron qui appelle Alassane d'aller bombarder, d'aller tuer les Béninois aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas pu faire au Niger, Alassane est en train de s'illustrer aujourd'hui avec l'inexistant Tinebou. Parce que Tinebou n'existe pas. C'est un vendeur de drogue qui est affiché ici par la FBI, qui est recherché par le FBI, qui l'a placé là-bas et il doit faire ce que le FBI lui demande. Tinebou obéit aujourd'hui aux États-Unis. Et Alassane obéit à la France. Voilà. Et c'est pourquoi ces deux-là sont allés attaquer les patriotes. Mais qu'ils se disent que trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
À toute chose, une fin. Toute chose a une fin, sauf Dieu et son pouvoir, qui sont illimités, et dans le temps et dans l'existence. Mais tous ces pouvoirs que nous avons aujourd'hui des dictateurs, c'est fini. La sous-région, l'Afrique de l'Ouest, les dictateurs sont en train de s'éteindre un à un. C'est la fin de la dictature en Afrique de l'Ouest. La France doit mettre ça dans son programme, dans son logiciel, que c'est fini. Ce que nous, nos parents ont accepté, le Houphouët-Boigny, leurs enfants l'ont subi, nous autres. Mais nos petits-enfants disent non, ils ne vont pas l'accepter. Ça doit être clair, c'est impossible que nos petits-enfants acceptent. Ils sont éduqués, mieux éduqués que nous, ils ont plus de chance que nous. Moi, mes enfants ne peuvent pas quitter les États-Unis et puis aller se faire commander par un nègre venant de la France. C'est impossible. Moi, mes enfants, moi, ils ne vont jamais l'accepter. De quitter ici et de se faire commander par un nègre des salons de la France, de l'Europe, des États-Unis, des Occidentaux. C'est impossible que moi, mes enfants acceptent de se faire commander par un nègre de salon, un nègre de service. Il faut que les gens le comprennent. Il faut que les jeunes Ivoiriens le comprennent. Ils ont le pouvoir aujourd'hui en main. Et c'est pourquoi je leur dis, tous ceux qui sont partout dans le monde entier, formez-vous, choisissez des filières. Toutes les filières aujourd'hui seront productives demain en Afrique. Elles sont déjà productives aujourd'hui. Toutes les filières que vous allez choisir, tous les domaines, il n'y a pas de sous-métier. C'est ici que j'ai appris qu'il n'y a pas de sous-métier. En Afrique, je me rappelle quand je suis arrivé aux États-Unis, je vous l'ai dit ici, les amis qui avaient appris la mécanique, qui avaient appris l'électricité, qui étaient maçons, en Afrique, ils sont délaissés, ils sont mal payés, on ne les considère pas. En Afrique, n'était considéré, l'Afrique que je connais, l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire que je connais, n'était considéré que quelqu'un qui travaille au bureau. Dans une sous-préfecture, un petit agent qui est chargé d'enregistrer les extraits de naissance était mieux considéré en Afrique qu'un transporteur affirmé. Et le transporteur devait venir faire la courbette, d'où la corruption est apparue en Afrique. Auprès de ces gens pour avoir quelque chose. Le gars est payé pour enregistrer les extraits de naissance. Mais pour l'enregistrer, il fallait le soudoyer pour faire son propre travail. Et jusqu'au sommet. Parce que depuis le sommet, c'était la corruption aussi. Donc, j'ai appris ça ici. Qu'il faut avoir un métier. Quand tu as un métier, tu es bien rémunéré. Allez-y même dans la pauvre France. Allez-y en Allemagne. Venez aux États-Unis. Les infirmières aux États-Unis sont mieux payées qu'un fonctionnaire qui travaille dans une administration quelconque. Les infirmières, les infirmiers. L'Afrique, c'est différent. Elles ne sont pas bien payées. Aux États-Unis, les enseignants, ma propre première femme américaine, quand je l'ai rencontrée, elle est enseignante, dans le primaire d'abord. Et Allah.
Elle était mieux payée qu'un directeur, je ne sais pas, administratif en Côte d'Ivoire. Mieux payé que ça. Parce qu'on reconnaît leur boulot. Donc quand nous sommes arrivés, les mécaniciens, les maçons, les électriciens délaissés en Afrique, qui ne sont pas considérés, c'est eux qui ont eu du bon travail ici. Avec des salaires que nous envions. Nous envions leurs salaires. Et pour les égaler, nous devrons être chauffeurs. Le chauffeur est maltraité en Afrique, misérable en Afrique. Et ici, en tant que chauffeur, nous touchions bien. J'ai passé mon permis, j'ai été chauffeur de taxi. Aucun chauffeur ivoirien ne pouvait avoir le salaire que je touchais. Quand je travaillais pour moi-même, même les transporteurs ne pouvaient pas avoir ce que je trouvais ici par mois. Quand je travaillais pour une entreprise, j'étais le chauffeur du PDG et son garde-corps en même temps. Ce que je touchais, peut-être un directeur général d'une société d'État, je pouvais dire ce temps-là, je touchais plus que eux. Sans vol, s'ils ne volent pas, mais s'ils volent, s'ils vont sur le barème, je touchais plus que ceux-là, en tant que chauffeur de PDG. C'est cette Afrique-là dont nous rêvons. Et c'est de cette Afrique-là que la France ne veut pas. C'est de cette Afrique que la France ne veut pas. La France ne veut pas qu'on atteigne ce niveau. La France est contre qu'on atteigne ce niveau de développement en Côte d'Ivoire. Qu'un chauffeur puisse vivre décemment. Aussi les cultivateurs. Les États-Unis, quand tu vois les cultivateurs, tu vas voir le cultivateur dans son champ, parce qu'eux, ils n'habitent pas la ville, hein. Ils habitent dans leur champ. Tu vois leur maison, tu vois leur niveau de vie, tu vois les voitures qu'ils conduisent, les cultivateurs, les planteurs, dans n'importe quel, que ce soit vivrier, que ce soit les cultures de rente. Aux États-Unis, les gens qui ont des champs, ils sont enviés de tout le monde. Jimmy Carter est un grand cultivateur d'arachides, de cacahuètes. Ça, c'est ici. La France, c'est la même chose. Les Pays-Bas, c'est la même chose. Et la France, à son tour, nous fait comprendre que quelqu'un qui a un métier, il ne peut pas vivre de son métier. Quel mécanicien vit de son métier et qui n'a pas honte? Quel chauffeur qui vit de son métier qui n'a pas honte de déclarer qu'il est chauffeur? Moi, je vous dis ici que j'étais chauffeur. Et je suis fier de le dire. Parce que j'ai été fier de faire quelque chose, d'avoir un métier. C'est ça ici. Il faut être fier d'avoir un métier. Et la France nous empêche d'être fiers de ce que nous faisons. Nous avons honte de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas fiers en Afrique de nos métiers, nos différents métiers. La fierté en Afrique, c'est quoi? C'est d'être douanier, d'être policier, d'être gendarme, de travailler dans un bureau. Même si tu ne gagnes rien, s'habiller très bien et aller au bureau. La bureaucratie. Et c'est là que la corruption est née. Et tout le monde est corrompu à tous les niveaux. Et on nous appelle les pays corrompus, mais c'est la France qui a fait naître la corruption en Afrique. C'est la France qui a fait de nous des pays corrompus. La France a fait de l'Afrique des pays corrompus. C'est la France. Ce n'est pas un autre truc.
La France, la Grande-Bretagne, les Portugais, partout en Afrique, c'est les Européens qui sont à la base du mal africain. L'Afrique est mal partie parce que les Européens n'ont jamais voulu que l'Afrique parte du bon pied. Ils ne l'ont jamais voulu. Ils ne l'ont jamais voulu. Je m'évertue ici à expliquer à mes abonnés et à la jeune génération comment l'Afrique était, comment nous avons obtenu l'indépendance de l'Afrique. Je reviens là-dessus. La répétition est pédagogique. L'histoire est un témoignage et je dois témoigner de ce que je sais. Quand De Gaulle donnait l'indépendance, il n'a jamais voulu donner l'indépendance. Nous étions pour eux des sauvages. L'Africain était sauvage aux yeux des Européens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu raison. Ils ont donné des semblants d'indépendance. Mais en faisant signer des accords qui étaient totalement à leur avantage. Des accords qui étaient en désavantage de l'Afrique. Des accords qui ruinaient l'Afrique. Des accords qui faisaient de nous des esclaves pour l'éternité. La France a fait signer des accords qui faisaient de nous des esclaves pour l'éternité. La France a fait signer des accords aux Africains, aux présidents africains. À chaque président africain, en 1960, des accords qui faisaient de nous des pays pauvres pour l'éternité et des populations pauvres pour l'éternité. Toute l'Afrique, même Madagascar. Et regardez aujourd'hui, Rajoel, que la France a fait exfiltrer. Mais nous devons tirer les conséquences aujourd'hui. Moi, dans ma compréhension, quand ces accords ont été signés, ils étaient obligés de l'accepter, les Houphouët-Boigny, c'est vrai. Ils étaient tous obligés de l'accepter. Mais, après 20 ans, ils devraient aller revoir la France. De Gaulle n'était plus là. Pompidou, même, je crois, il était parti, je ne sais pas. Et leur faire comprendre que les Africains n'en veulent plus. Et qu'il fallait renégocier. Même toujours en notre désavantage, mais ils pouvaient aller un peu haut. C'est ce que je pense. Mais cela n'a pas été fait. Nous avions eu des gens qui étaient en avance sur leur temps. Patrice Lumumba était en avance sur son temps au Congo. Ce n'était pas le moment. C'est pourquoi il a été tué de cette manière. Tuer et fondre son corps dans l'acide. Eh bon Dieu, par Mobutu Sese Seko. Mais c'est pourquoi il a mal fini. Il a très mal fini, dans la honte la plus totale. Nkrumah était en avance. C'est pourquoi il y a eu un coup d'État contre lui, par les Achampong. La Grande-Bretagne a fait un coup d'État contre lui. Parce qu'avec la Guinée, il voulait former un front. Et pour ne pas qu'il soit copié, il fallait l'enlever rapidement. Et quant à la Guinée, la France a tout fait pour noyer Sékou Touré. Elle a tout fait pour noyer Sékou Touré. Sékou Touré était en avance sur son temps. Julius Olympio du Togo, Yadema l'a tué de sa propre main. Yadema l'a tué de sa propre main. Et je vais vous raconter quelque chose dessus tout à l'heure. Yadema a tué Julius Olympio de sa propre main pour se faire aimer du colonisateur, des Français. Ils l'ont aidé, Focard était dedans, ils l'ont aidé à tuer Olympio.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un journaliste de Jeune Afrique, parce que nous, on a été formatés par la France. Jeune Afrique, RFI, voilà nos références. Si RFI ne disait pas quelque chose, nous, on ne croyait jamais à ça. Que ce soit la vérité ou pas, on ne pouvait même pas croire. Nous, c'était RFI ou rien. C'était Jeune Afrique ou rien. C'est le lavage de cerveau qu'on nous avait fait. Un lavage de cerveau. Donc après l'assassinat d'Olympio, Eyadema était un peu, il se sentait, il n'était pas accepté dans le club. Parce qu'il était gaillard. Donc les Oufoué, ils avaient peur quand même de ça un peu. Et il fallait montrer patte blanche à Oufoué. Et Eyadema l'a compris, Eyadema l'a fait. A montré patte blanche à Houphouët-Boigny, qui a appelé celui qui était au commandement en France, Pompidou. Je crois que c'était Pompidou ou bien. Non, toujours De Gaulle, je crois. Je ne me rappelle pas. Mais il a appelé le président français pour dire c'est mon bon petit, il est dans notre camp. Acceptez-le. Et la France a dit, il faut donner un peu de temps. On est en train de l'étudier. Et pour faire avaler cela par la France, il faut faire quoi encore? Il faut inviter le journaliste guinéen qui était contre Sékou Touré, Siradiou Diallo. Vous voyez, je suis... Bon, voilà. Et Siradiou Diallo, journaliste, il était, je crois, rédacteur en chef de Jeune Afrique. Et il était un grand là-bas. Il était très... Non, nous l'aimions ce monsieur-là. Tout ce qu'il disait, c'était pour nous de l'argent compté. Et il faut appeler Siradiou Diallo. Et c'est Siradiou Diallo même qui a fait le compte rendu après, avant son décès. Donc, Oufoué a mis son Grumman, son avion personnel, le Grumman, à sa disposition pour se rendre à Lomé. Et il a appelé Eyadema. Eyadema, tu seras accepté. Bon, je te fais venir Siradiou Diallo. Fais ce que tu dois faire. Ça veut dire quoi? Le loger mieux. Ouvrir un compte pour Jeune Afrique. La corruption. Effectivement, Siradiou Diallo allait à Lomé, rencontrer Eyadema. Et il a fait un bon truc. Il a écrit un bon papier sur Eyadema. Et il faut ne s'est pas arrêté là. Il en a fait de même pour Le Monde. Le journal Le Monde, le plus grand journal dans le temps pour nous, comme le Time aux États-Unis. Et que ce soit Le Monde, que ce soit Le Point, que ce soit les autres journaux, même Paris Match, ils ont été tous arrosés. Il faut Eyadema d'arroser tous ceux-là. Et tout le monde a commencé à faire du bon papier sur Eyadema. Et Eyadema est devenu populaire. Ils ont créé un Eyadema. Un bon Eyadema. Un Eyadema choco. Les journaux ont créé ça. Et nous autres, Eyadema était, non, c'est pas possible. Pour nous autres, Eyadema était, non, il n'était pas imputé. Donc voilà comment ces gens-là sont arrivés à nous foutre la merde dans la tête. Nous autres, ma génération, je parle de ma génération, et la génération qui suit d'ailleurs, presque 3 générations. Voilà comment la France est arrivée à nous dominer à tout moment. Et chaque fois qu'il y avait un coup d'État quelque part, la personne devait venir à Abidjan, en Afrique de l'Ouest, hein, je veux dire. Pas en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest. Il fallait venir faire allégeance d'abord au vieux. Qui est le vieux? C'est Houphouët-Boigny. C'est ainsi que
Sékou Touré en 1974, pendant son coup d'État, où il y a eu des morts. Il a tué la femme du monsieur, Diori Amani. Sa femme est décédée dans le coup d'État. Mais malgré ça, Jeune Afrique, Le Monde, Paris Match, ils ont été arrosés encore. Et ils ont fait de lui un très bon gars. Il était OK, il était patriote, je le sais. Mais voilà comment il a été admis dans le club. Moussa Traoré, au Mali, de même quand il a fait son coup avec ses amis, il a été adoubé par Houphouët à une condition. Et la condition était, il fallait supprimer le franc malien et rentrer dans l'UEMOA. Et c'était pour montrer sa bonne foi. Pourquoi? Parce que son prédécesseur, Modibo Keïta, n'a jamais accepté. Il était de concert, il était ami à Sékou Touré, ami intime à Sékou Touré et ami intime en Nkrumah. Donc Houphouët ne dormait pas bien. Parce qu'il fallait désarmer tout cela autour de lui. Parce qu'il y avait deux blocs. La guerre froide. Il y avait le bloc occidental et le bloc communiste marxiste. Donc, Moussa Traoré a accepté et il a été adoubé par Houphouët. Le seul qui n'a pas été adoubé vite, c'est Mathieu Kérékou, du même Bénin dont je parlerai aujourd'hui. Mathieu Kérékou était un marxiste-léniniste, c'est-à-dire le bloc communiste. Donc, il a été isolé, mais il a tenu. Il l'a vraiment tenu. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, où l'URSS s'est effondré. Et Mathieu Kérékou, il est intelligent, c'était le caméléon, comme on l'a dit. Un caméléon, donc voilà, il a changé. Voilà comment Kérékou a changé. Sinon, Kérékou n'a jamais accepté dans la sous-région, surtout en Afrique de l'Ouest, non. Donc, finalement, Houphouët est arrivé à se débarrasser de tous ceux qui étaient progressistes, tous ceux qui pouvaient lui faire de l'ombre. Voilà la réalité. Et la France a continué de plus belle à exploiter l'Afrique, à nous exploiter, à nous rendre pauvres de jour en jour. Et tous les jours, nous nous approvisionnions. Nous devenons de plus en plus pauvres. Et qu'est-ce qu'il fallait faire, les jeunes, n'ayant rien? Nous n'avions rien, nous n'avions pas le choix. On devait sortir. C'était l'Eldorado. Ou en Europe. L'Amérique n'était pas découverte en ce moment. Parce que la France a tout fait en ce moment pour ne pas que nous découvrions les États-Unis. Même la voix de l'Amérique n'était pas permise dans tous les pays. La voix de l'Amérique, c'est le jumeau du RFI. Ou bien la jumelle du RFI. Et on l'écoutait des passages. Mais la voix de l'Amérique c'était pas interdit, mais les pays faisaient attention pour ne pas que nous écoutons cette radio. Voyez-vous, c'est comme ça nous on a grandi. Donc la France a continué à nous exploiter. Et Sankara est venu. Rawlings est venu au Ghana, Sankara est venu. C'était vraiment... Mais ils étaient isolés. Peut-être qu'ils n'étaient pas toujours temps. Tous les deux étaient isolés. Doué a fait un coup d'État au Libéria, mais lui, son coup d'État n'était pas ni, comment dirais-je, ni halal, ni machin. Bon, c'est un petit soldat qui était
comment on appelle, garde d'une prison. Bon, il n'était pas éduqué, il n'avait rien. Bon, donc, écoutez, c'était la médiocrité en fait. Donc, lui, on ne le compte pas. Donc, voilà le tableau de l'Afrique. De l'Afrique que j'ai connue, de l'Afrique que j'ai quittée. Parce que je n'avais aucun choix. Je n'avais aucun choix. Et je vous le dis, c'est sincère. Mais je vous dis des choses qui... C'est aberrant. C'est très aberrant. J'ai voulu être commerçant. J'avais mon grand frère, même père, même mère, comme on le dit chez nous. Mon seul frère, grand frère. Il m'a combattu avec tous mes autres frères. J'ai été combattu parce que j'ai fait le bac G2. Pourquoi fréquenter jusqu'au bac? Faire le bac et refuser de rentrer dans la fonction publique ou bien refuser d'aller à l'université. On m'a combattu pour ça. J'ai été combattu méchamment. Ça sera dans mon livre. Ensuite, j'ai voulu être éleveur. Mon grand frère qui était visionnaire, il est toujours là. Mon grand frère, directeur d'école, avec son petit salaire, mon petit frère qui n'a pas pu suivre l'école, il a ouvert un poulailler pour lui dans notre plantation. Éleveur, il était le premier dans la région d'ici à le faire. Pourtant, nous avions l'assaut des Pras qui était chargé de... Mais mon frère était le premier à ouvrir ça. Et mon petit frère, bon, il n'a pas compris, il a mal géré. Et le truc n'est pas allé loin. Donc, mon grand frère qui s'était endetté, quand même, un directeur de quoi dans le temps, il gagnait combien? Il s'est endetté pour faire pour être éleveur. Et il voulait préparer sa retraite. Et nous aurons pu, nous autres Haïtiens, être fiers d'être les éleveurs, les premiers éleveurs de la région et de prendre toute la région. Malheureusement, mon petit frère n'a pas compris. Bon, je pense qu'il y avait la jeunesse, il n'était pas prêt pour ça. Il n'était pas prêt. Parce que, toujours pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé loin pour aller dans un bureau. Ou bien pour être instituteur, ou bien pour être douanier. Donc, nous avions la phobie. Nous avions la phobie des diplômes. Nous avions honte. Peut-être qu'il n'était pas fier d'aller chaque matin dans notre plantation suivre ses poulets. Peut-être. Je n'en sais rien. Après lui, j'ai repris l'exploitation. J'étais en ruine. J'ai repris l'exploitation. J'ai été aussi combattu. J'ai été combattu là aussi par ma famille. Pour les mêmes raisons. J'ai laissé, j'ai fait une production, j'ai réussi, ma production avait réussi. Mais puisque on m'a même interdit la plantation de mon père pour dire que on me l'a interdit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc je dis, ben tiens, qu'à cela ne tienne, je veux être commerçant, mais j'ai changé de fusil d'épaule. Les baby-foot. Vous connaissez les baby-foot qu'on joue là? À Bobo Garou, j'ai grandi. Un matin, je suis sorti et puis j'ai vu quelqu'un qui a déposé un baby-foot dans nos quartiers. Et j'ai vu tous les enfants du quartier jouer au baby-foot. Tous les enfants. Et 10 francs, 10 francs. Et puis je me suis approché du propriétaire du baby. Et il m'a expliqué, il a été gentil. Il a été ouvert avec moi. Puisqu'il a été à l'école aussi, ça ne marchait pas. Donc, il a dit à sa maman l'a permis d'avoir ça. Donc, par jour, il peut avoir souvent 2000.
Souvent 3 000, des week-ends 3 000, 3 000, 4 000. Et moi, j'ai fait ce calcul dans ma tête. 2 000 par jour. Attendez, calculez. Combien ça fait dans le mois? Et j'ai fait fabriquer 2 baby-foot que j'ai amenés à Isia. Que j'ai placé, je suis arrivé, le car, nous sommes arrivés vers 18h. Et à 20h, tous les enfants, c'était quoi? Bon, il n'y avait pas de téléphone, mais c'était des bouches à oreille. Les enfants de tous les quartiers étaient au courant. Et ils sont venus dans notre cours. On avait notre cours des jeunes. Ils sont venus là, sous les manguiers, jouer aux 2 baby-foot jusqu'au lendemain, 24 heures. J'ai pris mon truc, c'était rempli. J'ai pris encore, c'était rempli. Au bout de 3 jours, j'ai eu encore le prix de 2 bébés encore. Je suis allé faire fabriquer 2 bébés. 2 baby-foot que j'ai amenés. Et j'ai fait mon calcul dans ma tête. J'allais me déposer chez des gens. J'allais demander seulement 1 000 francs par bébé par jour. Et le reste, c'était pour eux. Ils pouvaient gagner même 2 000 par jour. Ce n'est pas mon problème. C'était ça mon calcul. Et j'avais fait mon calcul sur 10 bébés. D'abord à Isia. Et après, j'allais aller dans les villages d'Isia. C'était mon calcul. Et tranquille, assis tranquille. Il n'y a pas d'essence qu'on met, il n'y a pas de machin. Et vous voyez combien j'allais faire. Et je me suis retrouvé dans mon calcul à 300 à 600 000. Mais mon grand frère, toujours, personne n'aime aujourd'hui. Pas ignorance, je pense. Il l'a pris, on est bon. Mes autres frères sont allés le gonfler. Lui dire que je vais être vagabond. Que voilà un truc de vagabond. Que la police même ou bien la gendarmerie doit venir, s'ils sont au courant, vont venir enlever parce que ça attire les vagabonds. Et il a pris une hache, il veut aller détruire mes bébés. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Paix à leur âme aujourd'hui, à l'âme de mon père. Et mon père s'est interposé entre lui et l'un de mes bébés. Et comment il s'est interposé? Mon père a pris sa canne, il dit, si tu touches à l'un des bébés, je casse les carreaux de ta voiture. Si tu es garçon que tu touches, je brise les carreaux de ta voiture. Et c'est ainsi que mon frère a fait marche arrière. Donc c'est vous dire la phobie des Ivoiriens, des Africains, la phobie des bureaux. Parce que c'était une phobie en fait. Si tu n'es pas dans un bureau, tu n'es pas considéré. Et moi, ce n'était pas ça. Voilà pourquoi, de guerre lasse, j'ai décidé de partir. Maintenant, je vais raconter un autre jour pourquoi le choix des États-Unis. Et c'est ainsi que je suis venu aux États-Unis. Voilà comment voilà. Donc, voilà la France. C'est la France qui m'a mis dans ça. Et quels sont le nombre d'Ivoiriens, d'Africains que la France a anéanti de cette manière? C'est trop. Vous voyez les jeunes aller se jeter dans la mer, se faire tuer, se faire engloutir dans l'eau pour rien. Et ils préfèrent ça que d'être là et de voir leur maman mourir sans pouvoir acheter une Nivaquine, une aspirine. De voir leur papa mourir parce qu'il ne peut pas acheter la prescription du docteur. Et Allah, voilà notre problème en fait. Il faut que je l'explique. C'est pourquoi les gens sont sortis. Moi, je peux aussi dire pourquoi je suis sorti réellement. Parce que mon père voulait m'aider. Mais il n'avait pas les moyens. Il n'avait aucun moyen. Il n'avait qu'un petit champ de quelques hectares de café. Et nous étions nombreux. Donc, ce n'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne pouvais pas rester là. Et je ne voulais pas travailler dans un bureau.
Je ne voulais pas être fonctionnaire. J'étais obligé de fuir. J'ai fui en fait. Et qu'est-ce qui nous a rendu? Qu'est-ce qui m'a fait fuir mon pays? C'est la France. Pas quelqu'un, c'est la France. Et c'est cette France aujourd'hui qui veut toujours nous maintenir dans cette pauvreté. Eux sont en train de s'enrichir, nous on est pauvres. Comment vous pouvez comprendre que la France est éclairée, toutes les villes de la France sont éclairées par l'uranium du Niger, et le Niger est dans l'obscurité la plus totale. Dans une... C'est pas possible. Comment vous pouvez croire à ça? Et le Niger est obligé d'acheter du courant du Nigeria à côté. Et quand les patriotes Tiani sont venus au pouvoir, ils ont vu tout de suite. Macron a vu, Sarkozy a vu, Hollande a vu, Mélenchon a vu, Marine Le Pen a vu. Tous les Français, c'est les mêmes. Ils ont tous vu que l'Eldorado, ou du moins c'est le truc cadeau pour eux, l'électricité cadeau devait prendre fin avec Tiani. Parce que le Mali a déjà ouvert la voie. Le Burkina s'est engouffré. Et maintenant, c'est le Niger. Et après le Niger, la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Togo. Et la France a dit non. C'est ainsi qu'ils voulaient venir envahir le Niger. Et Goïta et Ibrahim ont dit, si vous y allez, c'est une guerre totale en Afrique de l'Ouest. On verra qui va gagner. Alhamdulillah. Et ça les a freinés. Cela a freiné Alassane. Aujourd'hui, je regarde Alassane dans les yeux, mon neveu Alassane. Je ne l'ai jamais insulté, j'ai dit je ne vais jamais l'insulter. Je ne l'ai jamais insulté et je ne vais jamais l'insulter. Je ne vais jamais insulter un président africain. J'insulterai volontiers tous les présidents français. Pas les présidents européens, mais les présidents français. Parce que c'est à cause de je me retrouve aux États-Unis. Eux, je vais les insulter. Mais Alassane, jamais. Je ne le ferai pas. Je lui donnerai les qualificatifs, mais sans jamais partir au machin. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, je me le promets, je veux que ce soit la dernière fois que je sorte pour conseiller Alassane et sa clique et sa bande. Sincèrement, j'aimerais que ce soit la dernière fois. En toute sincérité. Je m'excuse. J'aimerais que ce soit la dernière fois, en toute sincérité. Président Alassane, mon neveu Alassane, mon cher neveu Alassane, Alassane, je t'en prie. C'est Sam Idriss Samaké, ton oncle, qui te parle. Alassane, je suis musulman. Je crois en Dieu. Alassane, qu'est-ce que le bon Dieu t'a refusé? À ma connaissance, rien. Je dis à ma connaissance. Donc c'est pourquoi je vais te poser la question. Qu'est-ce que le bon Dieu t'a refusé, Alassane? Alassane, tout ce que tu as demandé, tu as voulu, depuis ta tendre enfance, quand tu es rentré à l'école primaire au Burkina, le bon Dieu t'a tout accordé. L'intelligence.
de courage. Tu as eu ton bac. En ce moment, l'Afrique ne connaissait pas les États-Unis. Les boursiers pour ici, c'était très, très, très rare. Et tu as été l'un des rares Africains dans les années 60 à obtenir une bourse pour les États-Unis. Toutes les bourses étaient orientées exclusivement en France. Je dis bien exclusivement en France. Et Dieu t'a permis de venir ici. Tu es venu, tu as fait de brillantes études économiques. Et Dieu t'a toujours aidé à être le premier Africain à avoir un poste de responsabilité au FMI. Dieu te l'a permis. Cela serait suffisant pour tout Africain, pour tout homme valeureux. Ça ne t'a pas suffi. Ou fouet de loin qui a entendu parler de toi, t'a aimé. Il a succombé à ton charme. Il a fait de toi le gouverneur de la banque, la BCAO. Un poste de responsabilité, de pouvoir, de puissance et un poste d'honneur. Tu es même aujourd'hui président d'honneur de la BCAO, président honorifique. Et après, il faut t'appeler en Côte d'Ivoire pour restructurer les dépenses de l'État ivoirien. Tu l'as si bien fait que tu as été son unique Premier ministre. Il ne voulait pas d'ego. Il ne voulait pas de Premier ministre. Mais il sait pourquoi il t'a nommé. Et pendant 2 ans pratiquement, 2 ans et quelques, tu as été le président des fêtes de la Côte d'Ivoire. Parce que Oufoué était incapable, malade. Il ne pouvait plus, il ne gouvernait plus. Tu as gouverné la Côte d'Ivoire pendant plus de 2 ans. Et tu as pris goût au pouvoir. Contre la vie des Ivoiriens. Tu t'es imposé à la Côte d'Ivoire. Toutes les crises que nous avons connues, tu es à la base. Mais toujours, Dieu étant ce qu'il est, il fait ce qu'il veut, il aide qui il veut, il donne le pouvoir à qui il veut. Seul Dieu le fait. Dieu t'a donné le pouvoir. Il a adouci le cœur de Laurent Gbagbo, de Thabo Mbeki, de Bédié, et même de Soro dans le temps. Dieu t'a accordé, par une signature de Gbagbo Laurent, à prétendre à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire, ce qui t'avait toujours été refusé. Et tu es devenu le président de la Côte d'Ivoire. Pour un mandat de 5 ans que tu as demandé, tu n'as jamais demandé 10 ans à Alassane. Alassane, nous avons les preuves, on a les vidéos. Tu as fait ta main, tu dis accordez-moi 5 ans, pas 10 ans. Tu as eu ces 5 ans. Et parce que tu lui as donné le nom d'un pont, de ton premier pont construit, Bédié t'a accordé le 2e terme sans coup férir, sans combattant. Et tu as pu gagner. En 2020, je ne vais pas revenir là-dessus, ton combat était fini. Mais tu as dit que pour cas de force majeure, ça voulait dire quoi? Étant donné que Gbagbo n'était pas sur place, et tu as trouvé que Bédié était dépassé, Bédié ne pouvait plus venir.
alors que vous aviez un deal en 2020. Tu as précipité tes militaires dans sa bedroom, dans son, comment on appelle, dans sa chambre à coucher. Il s'en est pas remis. Il en est mort. Et après le décès de Gon, tu as clamé que tu es le président. Il n'y a pas de problème. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Ainsi que tu es devenu président, mais il faut dire quelque chose. Tu es devenu président. Maintenant, il faut savoir s'arrêter. Tu veux un 4e mandat que tu as pris de force. Mais ce 4e mandat ne reconnaît pas personne en Côte d'Ivoire. Personne ne reconnaît ton 4e mandat. Ce n'est pas la petite minorité qui est en fait, qui te soutient là aujourd'hui, qui veut ton 4e mandat. Il ne faut pas le croire, Alassane. J'ai un problème d'électricité, c'est pas un problème. Mais c'est pas... Non, président, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, président. Donc aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on en a marre. Mais tu viens de commettre, je vais accélérer, la faute de ta vie. Aller attaquer le Bénin. Garder Talon au pouvoir, ce qui est impossible. Talon ne peut pas être au pouvoir encore. Talon ne va pas exercer ce pouvoir-là encore. Il ne va plus dormir tranquille. Talon ne va plus dormir tranquille à la santé. Talon ne peut pas dormir tranquille. Toi aussi, tu ne vas pas dormir tranquille. Alassane, tu ne peux plus dormir tranquille. C'est impossible que tu dormes tranquille. C'est impossible. Aujourd'hui, tu ne peux pas dormir tranquille, président Alassane. Tu ne peux plus dormir tranquille. Tu viens de commettre ce qu'il ne fallait pas faire. Aller attaquer le Bénin, pays souverain, pour placer Talon au pouvoir comme toi. Tu as besoin de quelqu'un de ton sosie. Parce que Talon semble être ton sosie là-bas. Qui dit Talon dit Alassane. Je vais dire pourquoi. Alassane, l'économie ivoirienne aujourd'hui, l'argent ivoirien est à toi. L'économie ivoirienne est à toi. Tu as tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu fais le beau temps aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ta famille et toi, vous avez tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pendant 15 ans, vous avez pillé son pays. Et tu n'es pas content? Et tu n'es pas rassasié, ta femme n'est pas rassasiée, ton frère n'est pas rassasié? Mais c'est fini, Alassane. Tôt ou tard, tu vas dégringoler. Alassane, tôt ou tard, tu dégringoleras. Tu vas dégringoler. Que tu le veuilles ou non, tu vas dégringoler, Alassane. Je peux te le garantir aujourd'hui, je peux te le dire. Tôt ou tard. Et la dégringolade sera fatale, sera humiliante. Je ne voulais pas ça pour toi, président, mon neveu. Je ne voulais pas d'humiliation pour toi. Je me suis toujours battu ici pour t'éviter l'humiliation. Mais j'ai l'impression que c'est ce que tu demandes, que c'est ce que tu veux. Les Ivoiriens en ont marre de toi. Les Africains en ont marre de toi. Mais tu ne veux pas comprendre. Mais tu as choisi. Tu as choisi, c'est un choix que tu es en train de faire. Et c'est un lourd choix. Un choix avec des conséquences énormes. Des conséquences qui te dépassent.
qui dépasse ta famille, qui dépasse ta descendance. J'entends pas tes descendances, ton fils David, ses enfants, les enfants de tes nièces, eux, leurs enfants. Ils seront comme les enfants de Saddam Hussein aujourd'hui, les petits-enfants de Saddam Hussein aujourd'hui. Ils n'auront plus de pays. Ils seront apatrides. Personne ne les permettra d'être ressortissants de son pays. Pas en tout cas la Côte d'Ivoire, je peux te garantir ça. Et c'est ce que tu souhaites. Tu veux que tes enfants, ta descendance soit apatride? Ou bien Chamougin, il vient... Bon, d'accord, c'est possible, la France est leur pays, puisque tu viens de Mougin. Puisque vous venez de Mougin, pas de Kong, pas de Sindou, mais de Mougin. Si c'est ce que tu recherches, Alassane, ben, tu l'auras. Mais dans le cas contraire, comme je l'ai dit, ce sera vraiment aujourd'hui, je te donne ce conseil ultime. Convoque tes opposants. Initie le dialogue. Initie le dialogue. Ainsi était Oufoué. Oufoué nous a habitués au dialogue. Dialogue, dialogue, dialogue. Rien que le dialogue. Toujours le dialogue. Toujours le dialogue. Rien que le dialogue. Où tu as laissé ça? Où tu as laissé les enseignements d'Oufoué? Où sont partis les enseignements d'Oufoué? Alassane, trop, c'est trop. Alassane Dramane Ouattara, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, Alassane. Alassane, Dambe ko bela falaka masaya. Alassane, Dambe ko bela falaka masaya. Alassane Dramane Ouattara, Alassane Ouattara, Dambe ko bela falaka masaya. Dans tes masaya, clem na ouya la taille. Merci.